Ça fait un petit bail que j'ai pas fait une vidéo, mais la philosophie en bédane se doit de revenir pour Mathieu Bock-Côté, que j'apprécie comme intellectuel, mais qu'on aurait des débats sur lesquels plusieurs points on n'est pas d'accord. Mais plusieurs points on est d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine de faire une vidéo, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de bien nuancer des propos. Premièrement, tout ce qui est la question du racisme systémique, puis ce qu'elle implique, par exemple, que si on accepte le racisme systémique, nécessairement on rejette la loi 101, pour moi c'est complètement faux. Il faut lire Donella Meadows, si je me souviens bien son nom, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Thinking in Systems, a Primer, c'est une écologiste qui a vraiment été la pionnière de la pensée systémique. Et puis là, une affaire, moi, qui m'énerve beaucoup, c'est que beaucoup de gens vont dire que la pensée systémique implique une organisation ou, tu sais, c'est comme un peu un politique, mais parapolitique aussi. C'est pas ça, en fait. C'est tout. Et et comme Mathieu Bock-Côté disait, c'est un thème galvaudé. C'est pas un thème galvaudé, c'est que c'est un terme fourre-tout, mais volontairement. Je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument lire le livre de Meadows, là, qui date, je pense, des années 70, qui a vraiment été la pionnière dans l'idée. Il faut le voir comme un écosystème, c'est-à-dire que là où c'est pertinent de penser le système, c'est justement d'un point de vue de l'écosystème, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste parler, je sais pas moi, si tu veux parler des barrages des ratons laveurs, tu peux pas juste parler de l'eau puis du bois puis des ratons laveurs. Il faut que tu parles des prédateurs, il faut que tu parles du pH de l'eau, il faut que tu parles des industries autour, etc. Donc ultimement, oui, la pensée systémique est fourre-tout, mais c'est volontaire. C'est d'arriver à vraiment penser de façon holiste. Donc, quand on dit, par exemple, qu'il y a un système qui exacerbe le racisme, on peut le voir dans le langage. On peut voir plan de nègre, on peut voir... quelle autre affaire? Je suis pas un sauvage. Tu sais, c'est des termes qui sont vraiment comme implicitement montrent dans la culture commune québécoise un mépris du côté sauvage autochtone et un mépris des Noirs qu'on considérait inférieurs. Est-ce que ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas été colonisés par les Anglais? Ça n'a pas rapport. Les Québécois peuvent avoir des défauts et quand même être victimes. C'est pas un concours, c'est qui est la plus grande victime. Si on veut regarder le système d'une façon plus générale, faut aussi voir, par exemple, dans le cas de Joyce, la femme autochtone qui a été tuée, il faut être capable de reconnaître que elle est à bout. Que comme toutes les infirmières en ce moment, ils se font imposer des temps supplémentaires, etc. C'est un peu comme on dit, l'alcool révèle les vraies personnes, mais la fatigue aussi. Donc, elle a été dans une position où le système, au complet, donc ça inclut la pandémie, c'est pas comme une espèce de règle légale, là. Des fois, c'est ça l'erreur des sociologues. Moi, je suis anthropologue de formation principale universitaire, puis ils voient tout en termes de code, puis de normes, puis de règles. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus pernicieux que ça, c'est beaucoup plus englobant que ça. Donc, comment que tous les facteurs ont fait en sorte que elle a exprimé le racisme, puis là, on va dire, ah, mais c'est pas l'individu qui est raciste. Non, mais c'est pas grave. Elle, à ce moment-là, elle l'a exprimé. Elle a été un reflet du système global, de la culture globale, de tout. Elle a été un reflet du tout, si tu veux le dire autrement que systémique. Et donc, à ce moment-là, elle est coupable, mais en même temps, elle est victime. Parce que c'est la pandémie, c'est le manque de ressources, c'est Barrette, c'est comment que les coupures néolibérales ont fait en sorte que finalement, tout le système de santé est écrasé. Même affaire avec la DPJ, en passant, il y a eu l'autre invité durant la soirée. La DPJ, c'est encore pire. Parce qu'on n'est pas capable... Quand on se rapproche des sciences sociales, on est encore moins capable de comprendre l'importance de la qualité en termes de services. On veut tout quantifier, hein? On veut tout mettre dans des cases claires, un peu justement comme les sociologues font avec les règles par rapport aux anthropologues et ethnologues qui ont une tendance plus qualitative dans leur discipline scientifique. Donc, pour moi, la problématique de base est ici, mais là où je rejoins Mathieu Bock-Côté, c'est de dire, regarde, censurer le blanc parce qu'il y aurait un privilège est une erreur historique. Parce que, comme je disais tantôt, oui, le Québécois a été victime, oui, le Québécois a été écrasé par l'Empire britannique. Il a nommé les Irlandais, c'est un très bel exemple. Les Irlandais, dans l'histoire des United Kingdoms, ont tout le temps été considérés comme des sous-citoyens. Ils ont un peu une langue différente, sont un peu physiquement différents, etc., sont un peu moins scandinaves dans leur corps, un peu plus gaulois, un peu plus celtes.
Et donc, ils ont toujours été considérés comme une espèce de sous-race parmi ça. Puis, comme j'ai envie de quasiment répéter mot pour mot ce qu'il a dit, là, tu sais, comme tu peux pas dire la même affaire, les Ukrainiens, les Russes, les Lituaniens, etc. Nomme-les les exemples, l'Allemagne, la France, c'est avant, tu sais, comme quand le Canada a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avant, c'était le Dominion britannique, Dominion of Canada, qui était, tu sais, comme mes deux grands-pères étaient dans l'armée, puis c'était des officiers british, là, c'était pas des officiers canadiens. Ça fait pas longtemps que le Canada existe. Quand il a été fondé, je crois que c'est Mackenzie, il a parlé de l'union de deux races. Les deux races, là, c'était France puis Angleterre. Avant, on avait une conception des races beaucoup plus subtile. Étrangement, avec la culture de la censure, et moi, en tant qu'anthropologue, j'ai toujours été contre l'idée de nier le concept de race, parce qu'en niant le concept de race, je savais, et je le prophétisais, que ce que ça nierait, c'est les populations génétiques. Et donc, que ce que ça ferait, c'est que ça ramènerait ça à des catégories encore plus stupides. Donc, autrement dit, race et population génétique, c'est la même affaire d'un point de vue biologique. Donc, pourquoi nier l'existence de races quand on sait que même les races entre elles de la même espèce peuvent se reproduire? Ben, c'est que là, on va dire, ouais, mais c'est parce que c'est un continuum. Puis là, encore une fois, c'est parce qu'il y a une incapacité à penser en termes flous. C'est ce qu'on appelle les sciences molles, les sciences humaines. Donc, il y a une incapacité d'un point de vue biologique de réfléchir la race comme un continuum. Donc, de dire, ben, je suis pas capable de mettre une ligne claire où est-ce que quelqu'un est anglais-français. Tu sais, c'est comme si les métis ne peuvent exister. Et combien de fois dans l'histoire les métis ont été ignorés? Quand les Québécois disent « je suis pas sauvage », ce qu'ils disent, c'est que je suis pas mes ancêtres autochtones, parce que la plupart des Québécois ont des ancêtres autochtones. C'est 2% de notre bagage génétique, mais ça donne, du point de vue de l'arbre généalogique, énormément de Québécois qui ont au moins un ancêtre autochtone, et ils le nient. Donc cette négation de ce qui est « je suis pas un sauvage », c'est une négation du métissage. Le meilleur exemple, c'est le terme mulâtre. On disait souvent des Noirs qui étaient des mulâtres. La mule, c'est l'enfant infertile de deux espèces, le noble cheval blanc et la l'âne inférieure noire. Donc, le mulâtre est un terme qu'on utilisait pour dire il y a les blancs, il y a les noirs, puis encore pire, ceux qui sont les enfants du mélange des deux. Donc, c'est une culture du non-métissage. Donc, pour moi, quand je disais d'emblée que l'idée de reconnaître le racisme systémique impliquait pas la négation de la loi 101, c'est qu'il faut être capable de penser en nuances. Est-ce qu'il y a des radicaux qui, eux autres, apportent cet agenda-là? Totalement, puis c'est là que je suis 100% d'accord avec Mathieu Bock-Côté. Cette culture de la censure, ce ministère de la vérité, comme le disait George Orwell en 1984, est extrêmement pénible et dangereux et pernicieux. Si tu regardes en ce moment en Chine, le dictateur de la Chine, il y a un prénom qui est interdit, puis la seule hypothèse que les analystes ont été capables de déterminer, c'est que c'est fort probablement une de ses ex. Donc ça, le prénom de cette personne-là lui fait de la peine, donc le prénom est devenu interdit. Les gens ne peuvent pas nommer leur enfant ce prénom, ne peuvent pas dire ce prénom-là. Tu sais, quand tu dis que la censure dictatoriale est dangereuse, mais c'est une pente glissante. Ou est-ce que, tranquillement, tu forces une pensée commune? Ces gens-là, en gros, ils vont tout le temps avoir l'argumentaire qu'ils veulent l'unité de l'humanité à quelque part. Étrangement, ils vont jamais le débattre au niveau de l'ONU. Ils vont toujours le débattre dans leur cours en disant que c'est de la faute au Québec si l'humanité n'est pas une. Mais ils vont le faire par une forme d'uniformité. Ils veulent que tout le monde pense pareil. C'est de la pensée unique. Et ils vont forcer la conformité sur ça. Donc, ils vont faire de la censure sur ce qui est différent d'eux, et tout ce qui est différent d'eux devient diable. Donc, c'est une pensée très manichéenne qui divise le monde en bien et mal. Encore une fois, je suis 100% d'accord avec Mathieu Bock-Côté là-dessus. Mais moi, j'ai toujours utilisé une formule différente. C'est l'unité dans le respect des diversités. Ce que ça prend, c'est de respecter les différents groupes pour qu'on réussisse à vraiment s'unir, par exemple, à l'ONU. S'unir, ça c'était le unir et ONU mélangés ensemble dans ma tête quand je parle trop vite, comme Mathieu Bock-Côté peut-être. L'unité dans le respect des diversités, méditez là-dessus s'il vous plaît, méditons là-dessus. Parce que c'est ça que ça veut dire la loi 101. La loi 101, ça veut dire, si vraiment tu veux pas parler français, déménage en Ontario, il n'y a personne qui te force, t'es pas dans une dictature ici, là. Tu sais, va-t'en.
Sérieux. Parce qu'ici, on veut un projet commun francophone. Puis, c'est pas d'une seule façon que je vais vous expliquer à quel point constamment la politique fédérale a essayé d'écraser le phénomène francophone. Puis, elle a réussi. C'est tout le même groupe, hein? C'est tous les mêmes British qui ont colonisé le nord de l'Amérique jusqu'au Mexique. Et même le Mexique, même une partie des États-Unis appartenant au Mexique, mais aux Espagnols. Mais c'est toute la même culture. Ils ont réussi dans le Mississippi, ils ont réussi à Los Angeles. Partout où il y avait des francophones, il y en avait plein. Ils ont réussi à les assimiler. Et donc, ce dogme de l'uniformité par la conformité est quelque chose de très subtil et pernicieux qui se fait quand une culture s'impose sur une autre et ne respecte pas la diversité des autres cultures. Donc, c'est un chemin difficile parce que, tu sais, dans le résumé du livre de François Legault qui disait, d'un côté, il y a les diversionnistes, ceux qui tolèrent la diversité, puis de l'autre côté, il y a les nationalistes. Pour moi, c'est le yin et le yang. Il faut être capable d'être nationaliste pour soi-même et comprendre que les autres le sont aussi. Là, maintenant, la question, c'est pourquoi que des gens qui viennent s'installer au Québec ne veulent pas du tout s'intégrer dans notre culture? C'est un autre problème. Une des parties de ce problème-là, c'est que peut-être que ces gens-là veulent même pas quitter leur culture initiale. Puis pourquoi qu'ils la quittent? C'est parce qu'il y a des inégalités systémiques qui font en sorte que, économiquement, d'un point de vue militaire, c'est massacré là-bas. Donc, il faut repenser le système global économique pour être capable de laisser les gens vivre. Tu sais, si les gens veulent rester dans leur pays d'origine, Christ, qu'ils restent dans leur pays d'origine. Mais regarde juste le cas de la Syrie. Comment ça se fait qu'on n'attaque pas ces militaires-là qui sont en train de tuer des enfants innocents? Il faut absolument être capable de retaliate, on dit en anglais, j'oublie le mot en français, mais c'est pour ça que l'ONU a été créée. Quand l'ONU a été créée, l'idée c'était on ne permettra pas de tel abus. On ne permettra plus qu'une personne comme Hitler s'installe. Puis là, vous allez me dire, ah ben c'est le point Godwin qui arrive. Mais le point Godwin, on s'en calisse, là. Il faut absolument réfléchir à Hitler. On regarde avec Trump ce qui fait qu'il essaie de renverser la démocratie, là, c'est ridicule. Là. Il faut absolument garder dans le frais de notre mémoire la place qu'a eue cette personne et qui a essayé de créer une uniformité par la conformité planétaire, militaire. C'est intense. Hein? Mes deux grands-pères l'ont combattu. Là. Ça fait pas longtemps, tabarnak. Fait que on a créé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale en disant on va s'unir en tant que nation, comme ça, si jamais il y a quelque chose comme ça qui arrive à nouveau, on va frapper d'un front commun rapidement. Ben, à la place de ça, on a fait des espèces de trucs de réfugiés, puis là, on admet au compte-gouttes des gens qui se sauvent d'un pays, mais on va pas frapper là-bas parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas ce qu'on veut là-bas. Fait qu'au lieu de frapper quand on veut aller chercher quelque chose puis renverser un gouvernement juste pour mieux faire rouler notre économie, peut-être qu'on devrait vraiment mettre le cœur à bonne place puis dire le but de l'ONU, c'est de frapper militairement d'un front commun contre les abus. Ça va régler une grosse partie du problème. Après, le but de l'ONU, c'est aussi de permettre à ce qu'il y ait des conditions justes qui respectent la Charte des droits et libertés humaines, comme l'accessibilité au logement, à la nourriture, tout ça. Le fait qu'il y ait des gens qui travaillent pour 12 cents par jour, 12 cents par jour ou 12 cents par jour, je ne me souviens plus la stat que j'ai lue, mais il y a des gens dans des pays qui travaillent pour des conditions minables, et donc ce n'est pas une question de volonté, puis de think big, puis de hériter de papa des millions de dollars, mais c'est de vraiment réussir à faire des conditions qui vont créer un climat général où tout le monde va être plus heureux. Fait que les gens qui vont naître au Québec vont pouvoir grandir québécois, les gens qui veulent pas être québécois, qui veulent pas être francophones, qui veulent autre chose, vont pouvoir faire autre chose. On peut donner des terres aux Autochtones aussi, pour tant qu'à parler de la souveraineté des peuples. Et il faudrait que ça se fasse un peu partout, qu'on arrête de laisser des gens dominer. Ce qui se passe surtout au Moyen-Orient, dans le fond, c'est de l'islamisme, right? C'est comme une culture militaire religieuse qui s'impose dans des sections qui, elles, ne sont pas du même avis religieux et donc doivent se convertir et doivent suivre des nouvelles règles. C'est la même affaire qu'Hitler, mais avec des mots différents. Fait que bref, je voulais en parler parce que je voulais présenter une position peut-être plus nuancée que celle de Mathieu Bock-Côté, dans le sens où je suis d'accord avec une grande partie du besoin qu'on a de préserver notre culture en tant que culture québécoise, mais que ça n'implique pas nécessairement que le racisme systémique est faux. Le racisme systémique et les problématiques systémiques en général sont tout à fait vraies. Puis, encore une fois, Thinking in Systems, A Primer de Donella
Meadows, il faut absolument le lire. Parce que sinon, tu vas dire n'importe quoi quand tu utilises le mot système, puis tu vas faire comme Guy a fait hier. Tu vas juste comme. C'est une organisation. Non, c'est pas une organisation, système. Système, c'est beaucoup plus englobant que ça.